Ne vous définissez pas. Je m'appelle Alexandra, j'ai 32 ans, j'ai vécu l'inceste de mes 6 à 12 ans. J'ai longtemps cru que ça allait me définir et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai montré à quel point ça m'avait rendue forte. J'ai tenu à témoigner aujourd'hui parce que je suis prête à en parler de façon publique et assumée et à partager mon histoire. J'en parle aujourd'hui parce que beaucoup de personnes vivent l'inceste, ont vécu l'inceste et sont peut-être encore définies par cet événement-là. Et je tiens à leur faire passer ce message que c'est pas définitif, qu'on peut s'en sortir et qu'on peut avoir une belle vie, une vie épanouissante malgré ce qu'on a pu vivre petit. Quel enfant j'étais petite, j'étais une enfant assez réservée, assez renfermée sur elle-même. C'est vrai que dans la cour de récré, j'étais souvent dans mon coin à lire mon bouquin, j'avais pas énormément d'amis. Famille classique, un papa, une maman qui sont ensemble. J'ai deux grandes sœurs qui sont jumelles, donc je suis la dernière. Dans mon cas, l'inceste, ça a été perpétué par mon grand-père paternel. Il avait une place particulière dans la famille dans le sens où publiquement c'était une personne très charmante, très appréciée. Dans la sphère un peu plus intime, il était beaucoup plus nuancé, on va dire. Parfois, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas forcément par rapport à lui. J'ai passé énormément de temps avec mon grand-père. Je passais mes vacances scolaires avec lui, tous les mercredis avec lui, parfois même le week-end. Donc, il a vraiment fait partie de mon enfance, de ma construction. Dans ma tête d'enfant, il était un peu à la même place que mes parents. C'était une personne que j'aimais énormément. C'était mon grand-père, quoi. Que je n'ai jamais pu appeler d'ailleurs papy. Il a toujours tenu à ce que je l'appelle Édouard, et ce depuis toute petite. On était ces trois seules petites filles. J'ai la seule à avoir eu cette histoire et cette relation avec lui. Il y a plusieurs choses qui ont joué. Déjà le fait qu'elles étaient deux. Moi j'étais la petite dernière, j'étais seule. Il y a eu une relation particulière avec moi, avec beaucoup plus, je peux pas dire d'amour, mais avec beaucoup plus d'attention en tout cas qui m'était portée par rapport à elle. Pour mon grand-père, j'étais, et c'est lui qui me le disait, la prunelle de ses yeux. Il m'a mis sur un piédestal, il m'a sorti de ma position d'enfant. Bien évidemment, sur le moment, je ne m'en rendais absolument pas compte. Avec le recul, je me dis que c'était bien évidemment très très malsain. Et c'est paradoxal parce que il me donnait énormément d'amour, mais à côté de ça, en fait, il pouvait me descendre énormément. J'étais la prunelle de ses yeux, une petite fille extrêmement intelligente, pleine d'avenir et de potentiel. 5 minutes après, je me faisais insulter, j'étais une grosse conne, j'étais une pute, j'étais maladroite parce que je faisais tout tomber. Il soufflait vraiment le chaud et le froid sur moi. Mon grand-père, je ne l'ai pas précisé, c'est important, je pense que je le dis, c'était aussi une personnalité narcissique. Ce qu'on appelle un pervers narcissique. Il a détruit tout son entourage, femmes, enfants et petits-enfants. Alors la première fois, non, je m'en souviens pas. Je sais juste que j'avais dans les environs de 6-7 ans. Ça a duré jusqu'à mes 12 ans environ. Plus je grandissais, quelque part, moins ce qui me faisait était grave, entre guillemets, comme si d'une certaine façon, plus je grandissais, plus il faisait attention à ce qu'il faisait par rapport à moi. Parce qu'en plus, à partir d'un certain âge, je commençais à me sentir vraiment mal à l'aise par rapport à certaines choses et j'osais lui dire. C'est dur de répondre à cette question en fait parce que si je reviens en arrière, je me sens pas bien dans mon corps d'enfant, mais je pense qu'à l'instant T, j'en ai pas vraiment conscience. Très jeune en fait, je commence à avoir des comportements qui montrent qu'il y a un malaise en moi. En fait, concrètement, comment ça se manifestait. J'allais voler des petites choses en fait chez les gens. C'était un besoin pour moi de combler le vide qui se faisait de plus en plus grand. J'avais pas vraiment le droit d'avoir des amis quand j'étais avec lui. Donc c'était très difficile pour moi de nouer des amitiés. Ça a eu un énorme impact d'ailleurs plus tard sur mes relations amicales. Dès qu'un enfant s'approchait en fait, pour lui il y avait tout de suite la méfiance qui s'activait. Donc il faisait tout pour m'éloigner de ces enfants-là, quitte à trouver des prétextes ridicule. Parfois, les enfants me proposaient de venir jouer avec eux ou d'aller jouer chez eux. Et je pense qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont doutées qu'il y avait un truc qui allait pas et qui ont essayé de me tendre la main. Je me souviens d'une dame qui était très souvent avec nous et elle pouvait pas se voir mon grand-père. Et je comprenais pas pourquoi, s'ils pouvaient pas se voir, pourquoi ils étaient autant avec nous. Et en fait,
sur le long terme, sur le recul, je pense que c'était quelque part peut-être pour garder un œil sur moi et s'assurer que tout allait bien. Moi, sur le moment, je ressentais comme une énorme protection vis-à-vis de moi. Chez lui, sur le balcon vraiment voisin, il y avait un garçon de mon âge avec qui parfois je jouais à travers les barreaux du balcon. Et je me souviens d'une fois, il m'a vue arriver, donc il m'appelle Anaïd, parce que petite, on m'appelait Anaïd, notamment mon grand-père m'appelait Anaïd. Et je me souviens que lui me disait... Et d'une voix en plus, d'une façon, il me disait « baisse les yeux, tu réponds pas, tu baisses les yeux, tu ignores et tout ». Et j'avais mon copain qui m'appelait « Anaïd, pourquoi tu réponds pas ?» Et moi j'étais « mais j'ai qu'une envie, c'est de te répondre, mais j'ai pas le droit en fait ». Donc plein de petits trucs comme ça. Quand on est enfant, on peut parfois développer ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Donc en général, tu l'as avec, pour une petite fille, c'est avec son papa. Moi je l'ai pas eu avec mon père, je l'ai eu avec mon grand-père. Et je trouve ça très parlant. Et il encourageait beaucoup d'ailleurs ce truc-là. Ça le faisait marrer de dire aux gens « Ah, elle veut m'épouser plus tard ». Sur le moment, en fait, je réalisais même pas parce que je faisais ce qu'on appelait de l'amnésie dissociative. C'est quoi l'amnésie dissociative? C'est un phénomène qui arrive très fréquemment aux victimes d'agressions de façon générale. Ce qui se passe, c'est que ton corps ne répond plus et ton esprit n'est plus là. Ça permet en fait de survivre psychologiquement parlant. C'est pour ça que de nombreuses victimes, quand elles se font agresser, en fait, se retrouvent pétrifiées ou tétanisées. C'est le mécanisme de défense du cerveau. Donc moi, j'ai eu ça. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, je m'en souvenais pas. Dès que ça s'arrêtait, j'oubliais. Quand est-ce que je m'en suis rendu compte que c'était pas normal? C'était lors d'une discussion en 4e avec ma meilleure amie de l'époque et cette scène-là, je l'oublierai jamais. On était en classe de latin, une classe très fine, j'étais au fond de la classe, on parlait, on rigolait comme d'habitude et on était donc pré-ado. Tu découvres tout ce qui est la sexualité, les termes. Et elle utilisait des termes que moi je connaissais pas. Et donc je lui dis mais ça veut dire quoi? Explique-moi. Et elle explique et tout. Et en fait là d'un coup j'ai tout me revient en fait. J'ai toutes les images qui me reviennent, les sensations et tout. Mais tellement naturellement, d'une façon tellement évidente, comme si ça avait toujours été là. C'est très bizarre comme sensation. Et moi en rigolant, j'ai répondu en disant mais mon grand-père il me fait ça. Donc t'imagines bien que la gêne qui s'est mise dans ce moment-là, ni elle ni moi, on a vraiment réagi par rapport à ça. On n'en a pas reparlé ensuite. C'est quelques années plus tard où j'ai vraiment en fait compris que j'avais été victime d'inceste, que c'était super mauvais et que c'était pas du tout normal. Cette information-là, quand elle est revenue, littéralement, j'étais vraiment perdue. Je savais pas quoi en faire. J'ai pas su en parler à mes parents. Ce qui s'est passé, c'est un gros décrochage scolaire, un gros mal-être qui est apparu. Mes parents, ça les a complètement déboussolés. Et je me souviens d'ailleurs qu'une fois, ils sont assis à la table et ils m'ont dit « Mais Alexandra, qu'est-ce qui va pas ?» Et en fait, à cette époque-là, je ne parlais plus à mon grand-père. Tout à l'heure, tu m'as demandé comment je me sentais avec lui, comment ça se passait. Et bien, une fois où je commençais à grandir, pas à comprendre ce qu'il faisait, mais par contre à saturer de cette emprise qu'il avait sur moi et de comment il était, parce que j'étais mal en fait. Quand j'allais chez lui, je pouvais rien faire. C'était horrible. Et une fois, j'avais appelé mon père en lui disant « S'il te plaît, viens me chercher. En fait, là, j'en peux plus. » Parce qu'en plus je grandissais et plus je me prenais des réprimandes, des « fais pas ci, fais pas ça, t'es nul, ceci, cela ». Donc, j'avais appelé mon père qui était venu me chercher. Ils se sont énormément disputés ce jour-là parce que mon grand-père a dit à mon père que j'étais extrêmement mal élevée, qu'il avait échoué dans mon éducation. Enfin bref, il lui en a mis plein la figure, tel un bon pervers narcissique qui se respecte. Et mon père a coupé les liens avec lui et par conséquent, moi aussi. Sauf que pour mes parents, il s'était rien passé entre moi et mon grand-père. J'étais une petite fille qui avait été privée de son grand-père. Et donc, il me demande qu'est-ce qui se passe. Ma mère, elle me demande est-ce que c'est par rapport à Édouard? Et dans ma tête, j'avais qu'une envie, c'était de dire il m'a violée, il m'a violée, il m'a violée. Vraiment, elle répétait. Cette phrase, elle était en boucle et j'arrivais pas à la sortir. Et j'ai dit quoi? Du coup, à la place, j'ai dit Édouard me manque. Le truc, mais totalement aberrant. Et quelque part, je pense qu'encore à cette époque-là, j'étais encore un petit peu la petite fille quelque part de son grand-père. J'avais pas bien conscientisé. Sûrement qu'il me manquait un petit peu. Bon, dans la réalité, il me manquait pas du tout. J'ai dit, il me manque, et ma mère, elle a fait, ah, j'en étais sûre, tout ça. Donc, ils ont planifié une rencontre pour qu'on se voit à nouveau, mais horrible en fait, parce que je jouais la comédie. Du coup, à ce moment-là, je jouais la comédie. Je voulais pas dire à mes parents ce qui s'était arrivé, parce que pour moi, jamais ils me prendraient au sérieux. Donc, j'ai joué la comédie. Bon, je l'ai pas revu, hein, le papy.
Mais ouais, ça a été une période très compliquée. Ils m'ont emmené voir un psychologue qui est passé totalement à côté du truc laborieux. La colère chez moi elle s'est manifestée, ou le mal-être en tout cas s'est manifesté par développer déjà des troubles du comportement alimentaire. J'ai commencé aussi à sécher les cours régulièrement, je m'inventais moi-même mes propres mots d'absence. Et en fait pendant ce temps-là, je faisais quoi? Je prenais un billet de 20 € dans le porte-monnaie de mon père, j'allais au magasin, j'achetais des trucs à manger, des trucs que j'aimais, et je mangeais. Et au départ, j'ai essayé de me faire vomir, mais j'y suis pas arrivée, donc j'ai lâché un petit peu ce truc-là. Ça s'est ensuite transposé dans mon comportement, notamment avec les autres. J'étais mal dans ma peau, donc en fait j'étais mal avec les autres et parfois mauvaise. Donc je sais que j'ai eu des comportements, notamment vis-à-vis de certains camarades dont je ne suis absolument pas fière. Je suis jamais rentrée dans le harcèlement envers autrui. Par contre, je sais que j'ai eu des comportements moqueurs envers certains de mes camarades, portés en plus par l'effet de groupe, dont je me suis jamais sentie fière. Lycée, ça a pris le niveau au-dessus, d'autant plus qu'on change, on passe du collège au lycée. Le lycée dans lequel j'étais, c'était la liberté totale, un énorme lycée avec un grand parc. Je sortais d'un collège où on était très surveillés, donc déjà le changement collège-lycée, juste d'un point de vue psychologique adolescent, c'est la liberté, tu découvres plein de choses. Et moi qui ai toujours été élevée dans une famille quand même stricte où j'avais pas le droit de faire énormément de choses, là, je me suis lâchée. Couplée à un mal-être, ça n'a pas été le combo gagnant. Je suis très vite tombée dans l'alcool, le cannabis. À 15 ans, j'avais déjà pris ma première cuite et fumé mes premiers joints. La stratégie que j'ai mise en place pour survivre à cette époque-là, ça a été effectivement de m'anesthésier le cerveau, les émotions et toute cette souffrance. Ce qui fait que je suis tombée effectivement dans une bonne consommation de cannabis. Et en fait, pour moi, ça a été indispensable parce que j'aurais pas survécu, je pense, si j'avais dû vivre ces émotions-là de façon intense, surtout à cet âge-là. En plus, je venais de déménager, donc j'avais quitté tous mes repères, tous mes amis d'enfance pour atterrir dans un nouvel endroit. Et en plus, ce mal-être qui grandit, qui se développe au fur et à mesure, j'ai eu besoin de trouver une solution pour ne pas trop souffrir. Et je pense que cette solution-là m'a évité de faire une belle grosse bêtise en tout cas. Quand j'étais au lycée, je me disais toujours « Attends que cette période soit finie, après ça ira mieux, tu vas rentrer dans la vie active, ça va passer ». J'étais extrêmement naïve. Plus le temps passe, plus ça a pris de l'ampleur sur ma vie, sur ma personne. Donc j'ai terminé le lycée, je suis entrée en BTS et c'est là où je suis rentrée dans ma première grosse dépression profonde, à savoir que j'ai toujours été en réalité en dépression. Je me souviens d'une phrase de ma sœur qui m'a dit, mais j'avais 16 ans, hein, qui m'a dit « Mais Alex, elle est déprimée, c'est pas normal qu'une ado soit déprimée, qu'est-ce qui se passe ?» Mais la vraie grosse dépression, elle est arrivée après le lycée. Parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, BTS, alternance, vie active, je grandis, je passe à autre chose, ça va aller mieux. C'était de pire en pire. J'avais de plus en plus de mal d'aller en cours. Le BTS, je crois que j'ai dû suivre les 6 premiers mois. Ensuite, je n'ai plus remis le pied dans la salle de classe. Je ne faisais que aller à mon alternance. Parce que mon alternance n'était pas au courant que je n'allais pas en cours, sinon j'aurais pas été payée et c'est pour ça aussi que je le faisais. Mais incapable d'aller en cours, grosse dépression. Je me souviens que mon père, il m'a emmenée en Normandie faire un break parce que je m'effondrais en fait. C'est-à-dire que je me préparais le matin pour aller en cours, mais j'étais incapable d'ouvrir la porte d'entrée et de sortir en fait. Et que le seul moyen que j'avais, c'était de fumer un joint avant d'aller au travail, donc de m'anesthésier. Donc c'est super malsain avec le recul. Moi-même, j'aurais dû tilter à ce moment-là, mais j'étais tellement perdue dans mon mal-être que je m'en suis pas rendu compte. Donc, grosse dépression, j'essaye de me trouver, de comprendre ce qui se passe. Donc, je décide d'entamer une psychothérapie avec une psy que j'ai vue pendant 6 mois. Et c'est elle qui m'a poussée à en parler à mes parents parce qu'il faut savoir qu'à 21 ans, je n'en avais toujours pas parlé. Il n'y a que moi qui étais au courant, ma meilleure amie de l'époque et potentiellement un copain avec qui j'avais plus ou moins confiance. Ouais, mais très peu de personnes étaient au courant, donc là je me suis dit je vais en parler, donc j'en parle avec elle, ça me fait beaucoup de bien. Et elle me dit il faut en parler à tes parents. Et elle va me le dire plusieurs fois avant que je trouve le courage de d'abord l'annoncer à ma mère. De dire à mon père, c'était le truc qui était trop dur pour plusieurs raisons, j'y reviendrai après. J'en parle à ma mère, je lui explique. Elle est effondrée, mais en même temps elle est soulagée parce qu'elle comprend enfin d'où vient le mal-être de sa fille.
qui est présente depuis 10 ans et elle, en tant que mère, totalement démunie. Mes parents, c'était très dur pour eux et pour leur couple de gérer mon adolescence parce que j'étais vraiment pas, j'ai pas été un cadeau à ce moment-là et j'étais dure en plus avec eux parce que c'était mes parents, ils avaient pas su me protéger. En plus, malgré tous les signaux que j'envoyais, ils voyaient rien parce qu'en réalité, la drogue, l'alcool, les troubles du comportement alimentaire, c'était juste un gros help qui était marqué sur mon front, quoi. Et je me disais, mais comment vous faites pour ne pas voir? Comment vous faites pour ne pas voir que je rentre, je suis défoncée, que j'ai les yeux rouges, que je pue, que ce soit l'alcool ou le vomi, que vous me voyez faire des allers-retours? Enfin, pour moi, il y avait plein de signes qui font que c'était évident, je le montrais sans le dire, mais ils n'avaient pas vu, donc énorme colère par rapport à ça. Ma mère, quand elle l'a su, soulagement. Mon père, ça a été beaucoup plus dur de lui dire parce que mon père, c'est le fils du coup de ce grand-père. Ce père-là, enfin mon père à moi, il a grandi aussi sous la coupe de ce pervers narcissique. Mon père et moi, on se ressemble énormément sur certains points et c'est pas du tout étonnant, c'est parce que quelque part on a la même origine d'éducation. Donc mon père, une personnalité adulte qui est en souffrance, qui n'a pas fait le travail de développement personnel qu'il aurait pu faire pour aller mieux. Une vie pas épanouissante et une relation avec sa fille qui est difficile, qui le fait souffrir. Et moi, je me dis, si en plus, je lui mets le coup de l'inceste avec son père, avec qui la relation est déjà extrêmement compliquée, mais il va pas s'en sortir. Donc, il y avait aussi une façon de protéger mes parents aussi par rapport à ça. J'ai fini aussi par le dire à mon père. Alors, j'ai attendu que ma sœur se soit mariée pour pas gâcher ce moment familial. J'étais en larmes au mariage de ma sœur. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle pensait que c'était des larmes de joie. En fait, c'était juste, je suis au bout de ma vie. Et mon seul repère est en train de se marier, de me quitter, fait chier. Et après le mariage, j'en ai parlé à mon père. Et voilà, ça a été dur de lui dire parce que va t'asseoir devant ton père pour lui dire que son père à lui, il t'a touché sexuellement. C'est très compliqué. Surtout que mon père me faisait penser à mon grand-père pour d'énormes raisons. Donc parfois, j'avais l'impression d'avoir quelque part mon agresseur devant moi. Donc très, très compliqué, très compliqué. J'ai toujours une relation compliquée avec mon père pour toutes les raisons dont je viens d'expliquer. Après ça, je dis pas qu'elle s'est empirée, mais en tout cas, elle s'est pas arrangée. J'ai senti qu'il nourrissait envers moi. Je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais il y avait une différence entre l'amour qu'il me portait et l'amour qu'il portait à mes sœurs. Le regard de mon père, il a changé sur moi au moment où ma mère a eu son cancer du sein. Il y a plusieurs choses qui se sont passées à ce moment-là, en fait, qui lui ont donné le déclic. Déjà, le premier truc, je pense, qui lui a fait extrêmement mal, c'est quand je l'ai mis au même niveau que mon grand-père. Je sais plus le pourquoi du comment, mais je m'étais fâchée avec mon père un jour. Et je lui avais balancé vraiment en pleine gueule. Mais toi, Edouard, de toute façon, vous m'avez pourri la vie. Et je me suis cassée. Et cette phrase-là, que je pensais, je la pensais, il se l'est pris en pleine poire. Et c'est là où mon père, en fait, s'est enfin excusé auprès de moi de ne pas avoir su me protéger. Et c'est bête, mais moi, pendant des années, j'en ai voulu à mon père parce qu'il n'avait pas su me protéger, mais parce qu'en plus, il ne s'était pas excusé derrière. Et juste le fait qu'il me demande pardon, la relation, elle a vraiment changé entre nous. Et lui qui avant me faisait sentir du coup la différence avec mes sœurs, en étant peut-être le vilain petit canard, l'enfant qui avait raté sa vie par rapport à l'exemple des deux grandes sœurs. Enfin vraiment, moi j'étais à l'opposé de mes sœurs, j'étais l'enfant rebelle en plus, celle qui a osé dire non, celle qui osait faire des bêtises. Enfin voilà, il y a plein de choses qui faisaient que je n'étais pas la fierté de mes parents et ça c'est aussi quelque chose qui me blessait parce que je sentais déjà que c'était pas le même amour, mais je sentais qu'en plus mes parents n'étaient pas du tout fiers de moi. Et quand mon père s'est enfin excusé, en fait pour moi ça a été une grosse partie du début de guérison. Depuis il m'aide énormément, il est là pour moi dès que j'ai besoin de lui. Je pense qu'il se sent vraiment coupable à l'heure d'aujourd'hui. D'être passé à côté de ça. C'est un sujet encore douloureux, on n'en parle pas énormément. J'essaye de lui en parler parce que pour moi aujourd'hui, cette épreuve-là et le passé qu'on a eu ont fait que je suis devenue la femme forte d'aujourd'hui. Donc c'est ok pour moi, j'ai accepté et je suis passée de l'avant et j'aimerais beaucoup que lui aussi se pardonne et aille de l'avant
Tout arrive pour une raison. Dans la vie, même les choses les plus dures et les plus sombres ont une raison d'exister. Et pour moi, c'est arrivé pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. L'impact que cette révélation a eu sur mes proches et ma famille, elle était plutôt positive dans le sens où déjà, et chose très très importante, on m'a cru. Personne n'a remis en doute ma parole. J'avais parlé une fois à ma grand-mère du fait qu'il me traitait de pute et qu'il m'insultait de conne. Ça l'avait énormément choquée. Et ma grand-mère, depuis, a toujours eu envie de le tuer. Quand elle m'en reparle, elle me dit souvent pourquoi ta mère ne m'a pas donné son adresse. Moi, je serais allée lui casser la figure et l'humilier, quoi. Beaucoup de soutien. Mes sœurs, elles ont pleuré parce que elles aussi, elles étaient dans l'incompréhension de voir leur petite sœur si mal, sans raison apparente. Donc le fait de comprendre ce qui s'était passé, ouf de soulagement, c'est ce qui se passe. Mon grand-père, c'était un intellectuel, j'en ai pas parlé, mais c'était quelqu'un qui était très intello, très dans les mathématiques. Des maths et de la physique avec lui, j'en ai mangé matin, midi et soir, et même le 4 heures à la plage, tu vois. Et mes sœurs, elles en ont eu marre aussi des séances de maths avec lui, donc elles ont coupé les liens et ne sont jamais restées proches de lui. Et puis quand il y a eu cette révélation, rupture définitive, bien évidemment, avec. Mon père a joint mon grand-père pour lui en parler. Ils ont une conversation au téléphone dont je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais mon père a demandé des comptes. Moi-même, adulte, j'ai confronté mon grand-père quand j'en ai eu le courage. Alors je ne sais plus quel âge j'avais, mais c'était un petit peu après la psy, donc j'avais 21-22 ans et j'enregistrais cette conversation pour la faire écouter à mon père. Inconsciemment, je pense que c'était aussi un moyen pour lui de prouver que c'était pas un mensonge ce que je racontais. Et donc j'ai aussi confronté mon grand-père où je l'ai humilié sur la place publique. Donc je me souviens, lui, il était assis sur le banc, il se faisait de plus en plus petit au fur et à mesure que je parlais. Moi, j'étais debout. Il y a vraiment eu un changement de dynamique. Donc lui, avant qu'il me dominait, c'est devenu l'inverse. C'est moi qui dominais la personne âgée qu'il était devenu. Et dans ma tête, je m'étais toujours dit un jour, je t'enterrerai. Et je suis allée mon grand-père est décédé. Après cette confrontation, mon grand-père a développé un Alzheimer, ce que je n'ai pas du tout trouvé anodin. Et il a été emporté par la suite, quelques années après. J'ai tenu à aller à l'enterrement parce que je m'étais toujours dit que je l'enterrais en fait. Et c'est marrant parce qu'à cet enterrement, j'ai eu beaucoup d'émotions en fait. Mais c'est la petite fille, c'est pas Alexandra adulte qui pleurait, c'était la petite fille blessée en fait qui pleurait. Et j'ai vraiment pleuré des vraies larmes. Et ma famille, côté Arménie, avait plus ou moins, je crois, connaissance de l'histoire, au moins 2-3 personnes. Et je pense que ça a dû les surprendre de me voir pleurer à son enterrement, mais je pense qu'ils n'ont pas su pourquoi je pleurais. Je pleurais pas de tristesse, mais je pleurais de douleur en fait. Enfin, j'étais la petite fille et cette personne-là m'avait fait du mal et la petite fille que j'avais été l'a aimée et ça a été très douloureux. Il y a un truc qu'on ne dit pas assez dans l'inceste, c'est ce mélange, ce conflit entre amour et haine. Il faut savoir que quand on est enfant, on se construit avec notre environnement. Et notre environnement, pour nous, c'est la normalité, même si ce n'est pas normal. Donc il y a vraiment ce paradoxe entre j'aimais énormément mon grand-père, il était tout pour moi, et en fait mon grand-père, il m'a détruit, en fait, il m'a quand même tué psychiquement parlant. Donc c'était un mélange de haine et d'amour très compliqué à gérer. Qu'est-ce que moi je ressentais pour cette personne-là? Peut-être que ce qui m'a aidée, c'était d'accepter cette ambiguïté de sentiments, cette ambivalence, c'était de me dire ok, je peux aimer et détester quelqu'un en même temps, et c'est ok, parce que le plus important au final, c'est que moi je me suis protégée, j'ai coupé les liens, j'ai compris la toxicité et j'avance. Et je ne vais pas me prendre la tête de je dois absolument détester mon grand-père. Non, tu sais quoi, les sentiments, ils sont derrière, et puis basta. Et toi, la personne que je suis devenue aujourd'hui, elle est totalement détachée de cette petite fille-là, ou de l'ancienne personne que j'étais avant. J'ai vraiment l'impression d'être deux personnes différentes, et que mon histoire d'enfance, en fait, c'est une vie antérieure, quoi, maintenant. Les TCR, au final, avec le recul, je me rends compte qu'ils ont duré assez longtemps. Ce qui est particulier dans mon cas, c'est que ça n'a pas été en continu. J'avais vraiment des périodes. Donc pendant de longues périodes, je pouvais ne pas en avoir. Et quand j'étais vraiment mal, en fait, je re-rentrais dedans. Donc j'en ai eu. Je reconnais qu'en fait, j'étais extrêmement en colère envers le monde, la société, les gens de façon générale. Et je pense qu'inconsciemment, je me disais, si moi je souffre, alors toi aussi tu vas souffrir. Alors je ne dis pas que c'est la bonne attitude, c'était mon moyen de
fonctionné à ce moment-là. Et je reconnais que j'ai fait du mal à des personnes. Bien évidemment, aujourd'hui, je m'en veux. Honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, je me dis j'ai quand même eu de la chance. Je pense que j'étais protégée quelque part parce que j'avais pas besoin de cette merde en plus. Mais je me suis mise en danger de plein de façons différentes, à la fois dans ma santé, dans la façon dont je me nourrissais, dont je me gérais, et un danger pour mon avenir en fait, parce que j'aurais pu soit tomber sur les mauvaises personnes, soit me faire choper, mais dans un cas comme dans l'autre, j'aurais été dans la merde. La relation avec mes hommes, elle a été bien évidemment compliquée et fortement impactée. Beaucoup d'auto-sabotage dans mes relations, surtout avec les personnes ou les mecs bien avec qui ça aurait pu marcher. Mon premier amour, je sais que je l'ai auto-saboté très clairement et je suis passée à côté d'une belle histoire. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je m'auto-sabotais. Donc avec les relations de proximité, beaucoup d'auto-sabotage pour éviter justement d'être encore plus proche et de faire confiance à un homme qui pourrait très probablement me blesser, me faire du mal. Et donc j'ai eu cette période-là. J'ai aussi une période d'hypersexualisation. Arrivée autour de ma vingtaine, mes 22 ans. C'est bizarre en fait, mais de reprendre contrôle sur mon corps et de moi choisir les partenaires avec qui je voulais être. Et bizarrement, il y a eu beaucoup d'hommes plus âgés que moi et je pense que c'était aussi une façon pour moi de reprendre le contrôle sur ces hommes-là par rapport à moi. Et paradoxalement, cette hypersexualisation, elle m'a fait beaucoup de bien parce que moi qui avant dans les rapports sexuels c'était compliqué, j'avais tendance à revivre les scènes du passé avec mon grand-père ou les sensations là. Et ben en fait avec ces hommes-là, je sais pas pourquoi, sûrement cette peur du jugement qui avait disparu, j'ai pu redécouvrir mon corps et redécouvrir le plaisir sexuel. Voilà, j'avais des relations avec des hommes que je connaissais pas forcément, que je revoyais pas, qui, sur le papier, c'est pas sain, mais dans la pratique, moi, m'a fait du bien parce que m'a permis de retrouver du pouvoir là-dessus. Aujourd'hui, ma relation avec les hommes, elle a changé parce que, on en reparlera plus tard, mais j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et là où avant, je pouvais être dans la dépendance affective et donc tomber sur les mauvaises personnes, aujourd'hui, je me suis guérie, je m'aime, j'ai des bases saines et je suis plus du tout dans la dépendance affective. Et je dirais même que je suis tombée dans pas l'extrême opposé, mais je suis une personne bien, je connais ma valeur. Pour te donner accès à mon intimité, il faut que la personne en face de moi soit aussi à un certain niveau, en tout cas selon moi. Et du coup, en fait, j'ai peu de relations aujourd'hui avec les hommes. Je préfère vraiment me concentrer sur ma personne, mon travail, mes animaux, ma vie proche, enfin mon cercle proche, plutôt que de perdre du temps à rencontrer des hommes à droite à gauche et de disperser mon énergie. Donc, ça va être intéressant pour moi quand je vais rencontrer quelqu'un de voir comment je vais me comporter avec lui parce que ça sera a priori et normalement ma première relation réellement saine où moi je serai saine avec moi-même. Donc ça sera très intéressant de voir si j'ai certaines choses qui me rattrapent, qui viennent me déclencher. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup pénalisée dans ma relation avec les hommes, c'est le problème de confiance. Et je suis peut-être pas tombée ou je n'ai peut-être pas choisi les meilleures personnes par rapport à ça. Mais encore une fois, je pense que c'est exprès, c'est un mécanisme que j'ai bien connu et ce type de personne, je connais bien, donc je vais y aller. Mais c'est vrai qu'on a pu, surtout ma dernière relation en fait, on a souvent pu me renvoyer dans la figure, mais t'as un problème de trahison, t'as une blessure de trahison, il faut que tu travailles là-dessus. Le problème, c'était peut-être pas aussi tant la blessure que la personne. Ça a toujours été un choix de choisir les mauvais partenaires quelque part pour moi, même si en l'occurrence un des partenaires a été bénéfique pendant un court terme. Moi-même, retour à l'époque où je me sentais mal, où je cherchais une solution, je voulais une solution rapide qui m'apaise immédiatement et je cherchais que cette solution-là. Mais à force de chercher une solution rapide, je passais à côté de la vraie solution. Guérir, ça prend du temps. Ne cherchez pas une solution rapide parce que ça va vous éloigner au contraire de ce chemin de guérison et qu'on a parfois tendance à voir l'arrivée plutôt que le chemin. Et le chemin est tout aussi important que l'arrivée. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Donc, mais à partir du moment où vous vous engagez sur le chemin, vous ressentez déjà un certain bien-être, vous vous sentez déjà apaisé. Et en fait,
Au fur et à mesure, vous allez remonter la pente. C'est un petit peu comme si on descendait jusqu'à tomber, on ne peut pas tomber plus bas. Et je parlerai de cette période-là. Et en fait, tu commences doucement à remonter, à remonter. Mais en fait, tu seras toujours plus haut que de l'endroit d'où tu viens. Donc, tu seras toujours mieux qu'avant. Parce que quand on veut guérir, on a tendance à voir le haut de l'arrivée et on ne voit pas les étapes intermédiaires. Mais avant de courir, apprends déjà à marcher. Donc la guérison a pris du temps. J'ai commencé à travailler sur moi à l'âge de 25 ans, à vraiment travailler sur moi à 25 ans. J'en ai 32 aujourd'hui, sachant que je suis tombée dans tout ce qui est psychologie, bien-être mental. À l'âge de mes 20 ans, quand j'ai commencé à me rendre compte que ce mal-être, il devenait vraiment extrêmement présent, et que je ne le comprenais pas, c'est là où j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui les sujets de santé mentale, qui n'étaient pas du tout nommés comme ça à l'époque. Donc très long chemin de guérison, un petit peu en vaguelette. Et là où j'ai eu vraiment le vrai déclic qui m'a amené sur cette pente qui allait m'amener de plus en plus haut, ça a été, alors le déclic, ça a été une altercation avec un homme en voiture. Je me suis pas reconnue en fait, j'étais devenue violente, j'étais prête à taper, alors qu'en face de moi, j'avais plus dangereux. Donc tu vois, tout à l'heure, on parlait des comportements déviants, l'agressivité en fait partie. Et plus d'une fois, je me suis dit, mais Alex, tais-toi parce qu'on va t'en coller une. Et en fait, cette altercation, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc qui ne va pas chez moi. Pour autant, j'ai pas agi tout de suite, je me suis encore laissé un petit peu couler et un jour je me posais la question de pourquoi j'avais personne dans ma vie, pourquoi personne n'était intéressé par moi alors que j'étais quand même plutôt jolie, plutôt intelligente, que je trouvais que j'avais certaines qualités. Et je suis vraiment allée me regarder dans un miroir et la personne que j'ai vue n'était pas du tout la personne dont je me faisais une idée. Et c'est là où je me suis dit il y a un énorme décalage entre qui je suis à l'intérieur et l'identité que je montre à l'extérieur. Je me suis mise en avant et la vie m'a apporté au fur et à mesure des personnes qui ont pu m'aider sur mon chemin de guérison. La première personne s'appelle Magali Lambert et je ne l'oublierai jamais, c'est une hypnothérapeute. Je suis rentrée dans son cabinet, je crois qu'il était 19h30, 20h, il était déjà assez tard. J'étais une boule de nerfs quand je suis rentrée dans le cabinet. Moi aujourd'hui je reçois quelqu'un comme j'étais à l'époque, je me dis oh putain, du challenge. Parce que j'en voyais que de la haine. Dans mon fonctionnement, toujours en fait, j'avais été en colère contre les gens et on m'avait répondu sur le même ton. Et du coup, pour moi, c'était un petit peu un jeu que je maîtrisais bien, d'être dans l'agressivité, la provoque, parce que je savais que quoi qu'il arrive, en fait, je gagnais à ce jeu-là. Ce que je suis tombée sur une personne qui n'est pas du tout rentrée dans mon jeu et qui m'a laissé faire mes petites guéguerres toute seule et je me suis sentie con en fait. Et donc les premières minutes de l'entretien, elle m'énerve, elle m'insupporte parce que moi je suis agressive, j'ai un ton cassant, je suis sec, je suis parfois méprisante. Et en face de moi, j'ai un bonbon d'amour, tu vois, que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. J'ai beau envoyer du négatif, c'est que de l'amour. Et en fait, elle a réussi en une séance. Elle a réussi à me faire fondre, à passer à travers cette carapace. Et je crois que le pire, c'est que le sujet de ma visite n'était pas lié à l'inceste. C'était une raison symptomatique, on va dire, de je trouve pas ma place dans le monde, je suis en colère, je suis agressive et au travail, il y a ce con qui me rend folle. Et je suis sortie de cette séance en mode mais waouh. Et vraiment, j'ai senti qu'il y avait un truc en moi qui s'était apaisé. Donc je l'ai revu plusieurs fois, on a fait un certain travail. J'ai fait une première rencontre amoureuse, alors toujours avec un homme un peu plus âgé, sauf qu'avec cet homme-là, la relation a un petit peu duré, elle a duré plusieurs mois. Et il m'a dit une phrase en fait qui m'a fait l'effet d'une claque. Je lui ai raconté donc la fameuse histoire avec mon grand-père et lui, mais d'un ton super normal, très détaché par rapport à tout ce que je venais de lui dire, m'a dit mais guéri maintenant c'est bon. Et ça m'a fait l'effet, mais vraiment je me suis dit mais comment il ose me dire ça? Je viens de lui dire un truc de ouf et lui il est en mode bah ok, va de l'avant quoi. Et en fait au départ j'étais en mode braquée, puis au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il avait raison. La relation avec cette personne n'a pas duré parce qu'il a déménagé dans un pays à l'étranger, mais j'ai eu la chance de rencontrer rapidement la personne qui allait être mon compagnon pendant quelques années, qui lui était photographe et c'était une personne hyper lumineuse. Un soleil charmant, souriant, toujours bonne vibes, toujours de bonne humeur, il n'y a rien qui l'attend, un petit peu l'opposé de moi. Et cette personne-là, en fait, pour moi, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça a été une rencontre très très importante dans la vie et une rencontre du destin parce que c'est
cette personne-là qui m'a permis de faire ce gros chemin de guérison que je n'osais pas faire. Pourquoi lui? Parce qu'il était très différent de tous les autres garçons que j'avais pu rencontrer. Et en fait, lui, je voulais le garder. Et je m'étais dit, si je veux garder ce mec-là dans ma vie, moi, j'ai intérêt à changer parce qu'il restera jamais avec une petite conne, ce que j'étais à l'époque. On a eu beaucoup de conversations, mais pas tant liées en fait à l'inceste, à mon passé, que plutôt à la vie de façon générale, comment je voulais vivre ma vie. Parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est quand même un sujet très important, c'est la grosse dépression que j'ai eue et les pensées suicidaires que j'avais. Moi, je ne me voyais pas dépasser 40 ans ou 50 ans en termes d'espérance de vie, on va dire, parce que je me disais, mais la vie, elle est bien trop dure pour que je puisse la supporter aussi longtemps. J'ai cherché un travail dans le salariat, je ne trouvais rien. Et puis, en plus, le travail en tant que salarié avec la hiérarchie, c'était vraiment pas facile. C'est un sujet dont je parle dans une autre vidéo. Je raconte mon parcours de comment je suis passée de salariée à maquilleuse à entrepreneuse. Donc là aussi, je livre pas mal de clés par rapport à ce changement d'état d'esprit. Et en fait, lui, il m'a introduit à ce monde de travailleurs indépendants, d'entrepreneuriat, de se créer une vie qui nous plaît avec sa passion. Au départ, j'étais très réticente, j'y croyais pas trop. Mais lui et une autre personne m'ont vraiment aidé en fait à redessiner quelque part mon état d'esprit, ma vision du monde. Je me suis connectée tout court à une forme de spiritualité qui m'a permis de trouver du sens dans la vie et de trouver réponse à mes questions. Parce qu'il y a une question aussi que je me posais énormément, c'est la fameuse question que plein de personnes se posent. Si Dieu existe, pourquoi autorise-t-il ce mal et toutes ces horreurs-là ? J'ai trouvé réponse à cette question. Je ne vais pas y répondre dans cette vidéo, je pense que ça serait intéressant d'en faire une à part sur ce sujet-là. Mais vraiment, en fait, ça m'a libérée. J'ai remis un nouveau regard, en fait, sur mon histoire. J'ai mis beaucoup plus de sens. Je l'ai acceptée aussi parce que pendant très longtemps, je la refusais. Je refusais d'être une victime d'inceste, une survivante d'inceste. Pour moi, c'était injuste ce qui m'était arrivé. Et si la vie m'avait fait du mal, c'était à la vie de me réparer. Sauf que dans la vie, les choses ne se passent pas comme ça. Je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé, mais par contre, je suis responsable de ma guérison. Et quelque part, avec cette personne-là, j'ai compris ce concept-là. Et c'est là où la roue, elle s'est vraiment mise à tourner dans l'autre sens de façon beaucoup plus vite. Donc le chemin de guérison a été très long au départ, mais en fait, plus tu avances et plus les choses se mettent en place pour toi et deviennent faciles. Je me suis séparée de cette personne-là. Et ça m'a fait du bien parce qu'on rentrait dans une dynamique qui était toxique pour nous deux. Et je me suis rendu compte qu'avant de le rencontrer, j'étais un petit peu boiteuse. Après cette relation, j'avais énormément appris, j'étais prête à marcher par moi-même. C'est là où j'ai entrepris un vrai travail de guérison en profondeur sur moi-même avec l'aide d'un coach. On ne peut pas guérir tout seul, c'est impossible. De la même façon que le bouton que tu as dans le dos, tu ne peux pas le voir et tu ne peux pas l'éclater tout seul. Tu es obligé de demander de l'aide à quelqu'un. C'est la même chose et si possible, on va voir un dermato, on évite de demander conseil à ses potes. C'est pareil pour le développement personnel et la psychologie. Souvent, on a tendance aussi à se confier à nos amis. C'est bien, mais c'est qu'une minime partie et je dirais même que parfois il faut faire un petit peu attention à ce que peuvent nous dire nos amis parce que dans le but de nous protéger, ils peuvent dire certaines choses qui en fait vont plus nous plomber qu'autre chose, d'où l'importance de travailler avec un professionnel et une personne qui est extérieure à nous pour travailler sur la guérison. J'ai fait ce travail-là et en fait là j'ai pu voler. Le plus beau truc en fait que m'a apporté cette relation, c'est ma rencontre avec moi-même. Qui j'étais, ce que je voulais faire, mon potentiel, ma richesse, qui j'étais devenue aussi. J'ai réalisé toutes ces choses-là et là je me suis dit en fait, je suis bien, je suis une bonne personne, j'ai de la valeur, je suis pas une moins que rien, je suis pas une pute, je suis pas une conne, je suis pas une fille qui échoue. Non, je suis une fille qui réussit, je suis une fille qui a de la niaque, qui a de l'énergie, qui a encore de la lumière en elle malgré tout ce qu'elle peut traverser. Et je me suis dit, en fait, je suis une personne de ouf. et là, j'ai vraiment pris confiance en moi, j'ai vraiment développé une vraie estime de moi-même et du coup, un amour pour moi. Et l'amour de soi, c'est aussi l'une des clés du bien-être et de la guérison. Parce que lorsqu'on est abîmé et détruit par la vie ou par des personnes, forcément, ça impacte notre confiance et le regard qu'on porte sur nous-mêmes, donc notre estime et notre amour pour soi. Et quand on retravaille là-dessus, et quand on se le procure, ça nous donne une richesse et une force qui est juste incroyable. Et quand on passe de rien à ce truc-là,
En fait, c'est ce qu'on ressent dans le corps, c'est beau parce que là où avant je me sentais nulle, toujours dans l'échec, toujours émotionnellement instable, fucked up, parce qu'en plus du fait que tu as l'inceste, tu vis avec cette étiquette d'inceste. Tes proches inconsciemment te collent l'étiquette de fille pas très bien dans sa tête, et de voir qu'en fait j'ai pu dépasser tout ça, que j'étais pas en plus l'étiquette qu'on me posait, bah, j'étais super fière de moi. Et c'est là où je me suis dit, là, je sais marcher seule, j'arrive à courir et à voler. Là, je peux vraiment me créer une vie que je rêve, sans l'aide de personne, sans être dans une relation de dépendance affective. Par moi-même, c'est comme si pendant longtemps, j'étais une maison, mais qu'il n'y avait pas de fondation stable. Et en fait, là, je suis arrivée à un stade où j'ai détruit complètement ma maison, mon ancienne maison. J'ai reconstruit les fondations, j'ai reconstruit le building. Et là, je suis en train de refaire la déco, de mettre l'ambiance, l'énergie. Et c'est ma maison à moi, elle est saine, elle est solide et elle résiste aux tempêtes. Du fait de ce parcours de vie que j'ai eu et de voir à quel point j'ai pu renverser la tendance, j'ai eu envie de partager, de transmettre. Il faut savoir que depuis, pas toute petite, mais je pense que dès l'âge de mes 18 ans, 20 ans, tout ce qui était psychologie, fonctionnement du corps, fonctionnement de l'esprit, ça m'a énormément attirée. Travailler dans le social, ça m'a énormément attirée. Mais je ne m'en sentais pas prête parce que je ne pouvais pas aider les gens alors que moi-même, j'avais besoin d'aide. Donc j'ai d'abord tenu à mettre en place de bonnes bases pour devenir saine, pour pouvoir être efficace et pertinente auprès des gens que je vais accompagner et transmettre ce qu'il fallait. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi qui m'a amenée sur le chemin de la santé mentale, c'est le fait que j'ai développé de l'endométriose. Donc, j'ai eu mes premières règles très tard parce que mon corps ne voulait pas devenir une femme parce que c'était dangereux pour moi de devenir une femme par rapport aux hommes. Ça n'a pas de lien avec de l'endométriose, mais je trouve ça intéressant de montrer comment l'esprit impacte le corps. Dans notre société actuelle, on a tendance à déconnecter le corps de l'esprit. Or, les deux sont liés et les maladies ont beaucoup de choses à nous dire sur nous. Maladie, c'est le mal qui a dit, et c'est très intéressant de le voir de cette façon-là. J'ai donc développé de l'endométriose et en fait, je me suis rendu compte pendant cette relation avec cette fameuse personne que je m'étais quelque part pas créé. J'ai pas envie de dire créer cette endométriose parce qu'il y a énormément de, pas de tabous, mais aujourd'hui, quand on parle de maladie et quand on dit que c'est dans notre tête, c'est très mal reçu par les patientes. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est vrai, mais que c'est mal dit, c'est mal formulé, c'est mal interprété. L'esprit et le corps marchent dans la main, et quand l'esprit ne va pas bien, si on ne l'écoute pas, la seule façon qu'il a de se manifester, c'est à travers le corps. Donc en créant des maladies, parce que si on a une maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, un être humain bien constitué est en bonne santé. À partir du moment où il y a une maladie, c'est qu'il y a quelque chose dans l'environnement de la personne qui ne va pas. Quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a un élément déclencheur qui vient de l'extérieur quelque part. Alors au départ, pour moi, c'est mon corps qui est malade, ça n'a pas forcément de lien avec mon passé, c'est en rencontrant des personnes, en discutant avec elles, et aussi en élargissant mes connaissances autour du corps et de l'esprit que je me suis rendu compte que notre esprit avait une très grosse influence sur notre corps de façon générale. Et l'endométriose, alors qu'on me disait pendant très longtemps que j'allais l'avoir à vie, que ça ne se guérissait pas, je m'en suis débarrassée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 3-4 ans que je n'ai plus aucun traitement et que les douleurs que j'avais avant ont complètement disparu. Et quand on me demande comment j'ai fait, je réponds de deux façons, en soignant mon esprit et en changeant mon alimentation. J'ai envie en fait de transmettre ça aux personnes, surtout les personnes qui ont vécu des choses difficiles, des traumas dans leur vie. Et là, je ne parle pas forcément d'inceste, je parle juste de trauma de façon générale. Notre vie tout entière s'en retrouve impactée aussi bien mentalement que physiquement. Donc déjà, si je peux aider les gens à aller mieux, je le fais avec plaisir. D'autant plus qu'aujourd'hui. Alors peut-être que ça change ces derniers mois, ces dernières années par rapport au Covid. Tout ce qui est soigné au niveau de la santé mentale, ça coûte de l'argent et c'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale. Moi, quand j'étais étudiante, une bonne partie de ma paye allait dans ma thérapie. Donc il y a un côté injuste dans le sens où j'ai été abîmée par quelqu'un d'extérieur que moi, sur mon abondance quelque part et mon confort à moi que je dois apprendre pour pouvoir me guérir. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se soigner en fait quand c'est pas remboursé. 300 € sur un petit salaire, ça part très vite. Surtout en plus quand on a une famille ou plusieurs bouches à nourrir. Et je trouve que dans la santé mentale aujourd'hui, on propose de plus en plus de choses
mais qui restent à des prix assez élevés et avec une certaine vision des choses avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, ou du moins je pense que j'ai quelque chose à apporter à ce niveau-là. Et j'ai eu envie de me tourner donc vers le coaching et l'entrepreneuriat autour d'objets du quotidien pour nous aider dans le bien-être, pour répondre justement à ces besoins-là, le besoin de guérir, de prendre soin de soi, mais à petits coups. Je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça vraiment parce que j'ai envie d'aider les gens. L'humanité aujourd'hui, elle est mal dans sa peau, on consomme énormément d'antidépresseurs, ce sont des chiffres qui sont juste hallucinants. Et le monde ne va pas bien en ce moment. Il faut faire quelque chose pour le monde. Or, pour changer le monde, il faut d'abord changer soi et guérir nos plaies. Les gens qui font du mal, ce sont des gens à qui on a fait du mal. J'ai envie que les gens puissent être bien dans leur peau, puissent guérir sans que ça leur coûte un bras et qu'en fait ce soit un travail qu'ils ne puissent pas s'offrir. C'est pour cette raison que je rentre dans ce domaine-là, dans cette voie-là, en posant d'abord ce sujet-là. Parce que pour moi, c'est extrêmement important, d'autant plus quand on a vécu des traumas, on est mal dans notre peau. Quand on est mal dans notre peau, on est agressif avec les autres, on est dans l'autosabotage, on va nuire à notre relation, à notre avenir professionnel, à notre santé, à notre abondance. Et tout ça fait qu'on devient des êtres pas forcément agréables à fréquenter. Et je sais de quoi je parle. Et j'ai envie de remettre un petit peu d'amour et de sérénité dans ce monde. Et encore une fois, de montrer aux personnes que peut-être que tu as vécu quelque chose qui était difficile quand tu étais plus jeune, mais cet événement, si tu n'es pas d'accord, ne va pas te définir toute ta vie et ne va pas t'empêcher d'avoir une vie normale, en fait, une vie épanouissante dans laquelle tu te sens heureux. C'est le discours qu'ont beaucoup de personnes, c'est celui que j'avais en tout cas, parce que je suis une victime d'inceste, jamais j'aurai droit au bonheur, jamais j'aurai une vie épanouissante, j'aurai toujours des problématiques, je serai toujours torturée, il y aura toujours un truc qui ne va pas. Et toi, c'est intéressant parce que quand bien même je suis sur un chemin de guérison, que je travaille sur moi, mon cerveau, je me rends compte qu'il a encore certaines programmations de présentes. Et c'est normal, pendant 25 ans, j'ai fonctionné d'une certaine manière. C'est pas que en quelques années que je vais renverser totalement cette tendance. Et je sens parfois que j'ai certaines programmations du passé qui reviennent. Et alors que je vais bien dans ma vie, je vais adopter ou je vais me sentir dans un certain mood qui n'est pas justifié. Et quand je me pose la question, mais pourquoi je me sens comme ça ? En fait, par habitude, c'est tout simplement par habitude. Alors, effectivement, je suis sur mon chemin de guérison. Qu'est-ce qu'on appelle guéri ? Toi, j'allais te dire, je pense pas que je serai 100% guérie, mais qu'est-ce que j'appelle guéri ? Parce que bien évidemment, j'ai vécu des choses pendant mon enfance, elles font partie de mon identité, j'ai adopté un certain fonctionnement par rapport à ça. Quand bien même je fais tout mon possible pour travailler, améliorer là-dessus, mes racines restent mes racines. Je suis un chat, je vais pas devenir un chien, tu vois. Mais par contre, ma gestion, quand parfois je vais être moins bien, est très différente. Et encore oui, aujourd'hui, il arrive des moments où je vais pas être bien, où je vais me sentir frustrée, en colère contre les autres. Mais effectivement, maintenant, j'ai des ressources sur lesquelles m'appuyer pour dépasser ça. Donc déjà, il y a la connaissance de soi, la compréhension de ses schémas, de ses forces. Pourquoi on réagit de cette façon-là. Déjà, de mettre de la lumière et de la conscientisation là-dessus, ça fait du bien. Le fait de mieux me connaître et de me comprendre, je suis beaucoup plus indulgente par rapport à moi. Aujourd'hui, en étant formée à la santé mentale, je suis formée aussi au fonctionnement de mon système nerveux. Donc, quand celui-ci commence à dérailler, je sais quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour me recentrer. Donc, même si aujourd'hui, parfois, je peux revivre des moments un petit peu difficiles, je suis plus dans mon ancienne façon de penser où je vais pas m'en sortir, c'est compliqué, la vie est injuste. Aujourd'hui, si je rencontre une difficulté, c'est pour me rendre encore plus forte, ou alors c'est parce que c'est pas pour moi à ce moment-là, c'est plus tard que ça arrivera, ou peut-être simplement que je force un chemin qui n'est pas le mien. J'ai beaucoup plus de recul en fait par rapport aux choses qui vont m'arriver et à mon mood. Là où avant j'étais très dure avec moi-même dans le sens où fallait que je sois forte. Fallait que je survive, qu'aucune émotion ne me traverse, que rien ne me touche. Aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus d'être vulnérable, d'avoir des moments down en fait, parce que c'est normal d'avoir des moments où on se sent un petit peu moins bien. Donc je suis beaucoup plus douce avec moi-même. Et j'ai aussi développé des personnes ressources. C'est vrai que pendant mon enfance, enfance et adolescence, j'ai énormément manqué de ces personnes-là. J'avais aucune référence ou de personnes à qui m'adresser quand j'étais mal ou qui auraient pu m'expliquer. Ne serait-ce que sur YouTube, tu vois, à l'époque, personne ne parlait d'inceste et trouver une vidéo de témoignage comme celui-là, encore moins. C'est aussi pour ça que je fais
tout ce process-là, c'est être la grande sœur que j'aurais voulu avoir en fait à ce moment-là. Celle qui te dit t'inquiète, tu vas t'en sortir, t'inquiète, c'est possible. Les groupes de parole, c'est super, mais on a tendance à être tous malheureux et à tous se tirer vers le bas. Et moi, ça m'a vite déprimée. J'avais vraiment besoin de cette personne qui dise c'est possible. Aujourd'hui, la femme que je suis devenue, je dirais que c'est une femme forte, résiliente, qui croit en elle, qui croit en son avenir et qui croit dans les autres aussi. C'est une jeune femme qui est positive, qui a appris à s'entourer bien, ou du moins qui apprend. Donc je peux compter sur mon coach, qui est une personne ressource incroyable pour moi, qui m'a vraiment aidée. Mon coach, il fait aussi partie de ces personnes hyper importantes qui m'ont permis de changer, encore plus même que la relation. La relation, c'est, si tu veux, le truc qui m'a poussée dans la bonne dynamique, et mon coach, lui, il m'a vraiment donné tout ce dont j'avais besoin pour me construire. Ce dont j'ai encore à travailler aujourd'hui au niveau du cercle proche, c'est d'apprendre à me faire des amis sains pour moi. Récemment, j'ai fait un grand tri dans mon cercle social parce que les gens avec qui j'étais amie parce que la Alex de 15 ans avait besoin de ce type d'amis pour être bien. Aujourd'hui, je suis très différente et ils ne me nourrissent plus et je ne les nourris plus. J'ai appris à être seule, aussi bien amoureusement qu'amicalement parlant. Et même si c'est pas facile à vivre au quotidien, ça reste quand même une belle force parce qu'au moins chaque personne qui rentre dans ma vie, il y a une vraie raison pour laquelle elle l'est. Pour les parents, ce que je leur dirais, c'est ne mettez pas de hier et ne vous dites pas ça n'arrive qu'aux autres. Aujourd'hui, 6,7 millions de Français ont été victimes d'inceste. C'est une personne sur 10, soit 3 enfants par classe sur un élève de 30 personnes. Donc ne pas se dire ça n'arrive qu'aux autres et pour ne pas louper l'évidence. Si vous voyez que votre enfant va mal, je ne dis pas que c'est forcément parce que l'enfant a vécu l'inceste, mais si votre enfant va mal, s'il émet des signes comme de l'absentéisme, si vous le voyez renfermé sur lui, un petit peu absent, un petit peu coupé de ses émotions, posez-vous des questions sur ce qui se passe dans la tête de votre enfant. Si vous n'arrivez pas à lui parler, vous, parents, allez vous former ou allez prendre les infos dont vous avez besoin pour mieux comprendre ne serait-ce votre enfant et trouver des astuces pour entamer le dialogue avec lui ou trouver des personnes qui peuvent entamer le dialogue avec lui. Il existe aujourd'hui des associations à qui on peut se confier. Il existe des numéros de téléphone gratuits qu'on peut appeler en restant anonyme. Je mettrai toutes ces infos-là dans la barre d'infos pour les personnes concernées. N'hésitez vraiment pas à aller parler. En fait, mon conseil que je dirais, donc pour les parents, c'est ne fermez pas les yeux, n'ayez pas peur de voir la vérité aussi. Pensez d'abord à votre enfant plutôt qu'à vous. Et pour les enfants ou les personnes victimes d'inceste ou qui ont été victimes, ne le gardez surtout pas pour vous parce que ça va vous bouffer de l'intérieur et vous restez quelque part dans cette emprise d'inceste, dans cette culpabilité alors qu'il n'y a aucune raison de l'être. Donc vraiment parlez, libérez la parole, libérez votre poids, votre cœur, vos épaules, votre dos. Parce que si vous ne le faites pas, vraiment, ça va vous bouffer. Une grande majorité des viols sont commis par un membre de l'entourage et non pas par un individu. Donc restez vigilants à votre enfant et à l'entourage. Sans bien évidemment tomber dans la paranoïa, mais gardez en tête que ce sont des choses qui arrivent. Pour les personnes victimes d'inceste, c'est oser en parler. Souvent, on a peur aussi de l'étiquette inceste qu'on peut avoir, qu'on peut nous mettre, mais n'en ayez pas peur. Ça concerne les autres, ça ne concerne pas vous, votre identité. Encore une fois, l'inceste ne nous définit pas. Et vraiment parler. En termes de santé, c'est super important, que ce soit santé mentale ou santé physique. Ne pas parler, ça vous bouffe psychologiquement. Déjà que l'inceste, en fait, c'est un meurtre psychique. Si en plus vous le gardez pour vous, la vie va être très compliquée. Vraiment, en fait, le secret quelque part, enfin, c'est pas un secret, mais si on veut aller mieux, c'est d'en parler, c'est de vraiment libérer. Donc il y a les associations pour les élèves qui ont des assistantes sociales ou des personnes qui sont neutres par rapport à elles et de confiance. N'hésitez pas à vous confier à elles. C'est dur d'en parler, de dire, d'aborder le sujet. C'est très difficile, mais la meilleure façon en fait de le faire, c'est de le dire cash. Parce que plus on va vouloir réfléchir, prendre des pincettes, plus ça va être dur. Vous allez voir la personne, vous lui dites j'ai quelque chose à te dire, voilà, dans ma famille il se passe ça, ça et ça. Vous n'aurez pas besoin d'en dire plus parce que la personne en face de vous saura réagir et vous guider et vous donner tout ce dont vous aurez besoin. Moi je suis présente, j'ai vécu l'inceste, je sais ce que ça fait. Si vous avez personne avec qui vous confier, si vous trouvez que parler à un inconnu sans visage au téléphone c'est trop froid et trop robotique pour vous, moi je suis là, envoyez-moi un message, je vous répondrai.
Ça restera bien évidemment entre vous et moi. Également dans le futur, ça me tient à cœur bien évidemment parce que c'est mon vécu. J'ai envie de mettre en place donc des programmes et des outils. Il y a des choses qui vont venir sur le long terme aussi par rapport à mon métier de coach et d'entrepreneur. C'est que j'ai envie de mettre à disposition des outils qui vont être abordables pour les personnes qui ont vécu soit le type de situation, soit des traumas de façon générale. Et c'est important pour moi que ce soit des services qui soient accessibles même à la personne qui est en difficulté financière parce que souvent quand on est mal dans sa peau, mal dans sa tête, on est dans une situation compliquée, voire précaire, on n'est pas du tout dans l'abondance. J'ai à cœur en tout cas de proposer des solutions soit complètement gratuites, soit très abordables pour que les personnes puissent se relever de leur trauma sans qu'elles en perdent un rein. Parce que je pense que ce qu'elles vivent au quotidien, c'est déjà assez compliqué pour ensuite rajouter ce fait qu'elles ne réussissent pas assez dans la vie pour pouvoir se payer leur propre guérison. L'intention, c'est que les personnes puissent accéder à un contenu qui soit pertinent pour elles, qui vont pouvoir les aider sans que ça leur coûte un bras ou que ça les mette en difficulté financièrement. C'est vraiment de rendre la guérison abordable pour tout le monde. Je suis présente sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sous le nom de La Palette de Alex. N'hésite pas à t'abonner et à suivre mon contenu. Un contenu axé autour de la connaissance de soi, de la résilience, sur la façon dont on peut se créer une vie sur mesure dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on est aligné et épanoui. J'espère que mon message aura su vous inspirer. Je vous dis à très bientôt.